Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le casque et la robe. Aujourd'hui, je reçois Léa Gagné, qui est experte en marché public et qui est aussi entrepreneuse, qui a créé donc la société de formation Matrice 1804 et qui va aujourd'hui nous parler de marché public évidemment. Les marchés publics, il y a toute une mystification autour des marchés publics. On peut se demander très souvent comment obtenir de bons marchés publics, comment monter un bon dossier. Est-ce qu'il faut être copain avec l'acheteur public? Est-ce qu'il y a des codes, des tips, des secrets à connaître pour gagner, remporter un appel d'offres? On va aborder tout ça avec Léa Gagné aujourd'hui, qui va répondre à toutes nos questions. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de faire comme tous ces entrepreneurs du bâtiment qui réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent grâce au marché public. Bonjour Léa. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc du coup, je veux bien que tu nous fasses un petit focus. Pourquoi aujourd'hui tu es experte en marché public? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette matière? Eh bien, cette matière, elle m'a absolument passionnée dès le départ. En fait, à l'origine, je suis juriste en droit privé. J'ai commencé en fait avec un master droit des affaires et ensuite j'ai fait un master en droit de la construction et de l'urbanisme. Et en fait, c'est au cours de ma première expérience à la Fédération française du bâtiment que j'ai découvert les marchés publics. Et ce qui m'a passionnée, c'est le fait de pouvoir se dire que dans les marchés publics, tout est déjà construit, anticipé. Il y a vraiment une prévention des contentieux. Alors que quand je traitais le contentieux en tant que juriste, dans les marchés privés, je voyais que les contrats n'étaient pas ficelés, que les contrats manquaient de clauses essentielles pour sortir d'un litige, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien rédigées. Alors bien sûr, il y a des avocats qui sont là pour pouvoir rédiger des marchés privés de travaux qui soient efficaces, mais malheureusement, il n'y a pas toujours la bonne démarche d'anticipation, de prévention pour rédiger des contrats privés efficaces. Alors que dans les marchés publics, on a vraiment cette culture de la prévention du contentieux, de l'anticipation, et on va tout rédiger. Alors c'est sûr que ça fait de gros marchés et que pour les entrepreneurs de travaux, c'est toujours un petit peu stressant d'ouvrir un cahier des charges et de voir qu'il y a 50 pages de clauses, mais ce ne sont pas forcément des clauses abusives. Si l'acheteur est vigilant dans la relation qu'il a avec ses entreprises, il peut très bien faire des contrats qui soient équilibrés. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que c'est très cadré au niveau légal et réglementaire. Les acheteurs publics, on va l'évoquer aussi, ils ont aussi quand même une grosse pression parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent du cadre et ça peut avoir des conséquences aussi pour eux. Mais alors voilà, donc moi, en fait, pareil que toi, j'ai vraiment un parcours privatiste à la base et des entrepreneurs que j'accompagne se lancent de plus en plus dans le marché public. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute une mystification autour de ces marchés. Voilà, on se dit comment y arriver. On connaît tous un entrepreneur qui ne fait que ça et qui a vu son entreprise croître de manière exponentielle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te reçois pour qu'on puisse avoir les codes, savoir comment on peut réussir à rentrer dans les petits papiers des acheteurs publics et aussi comprendre que c'est pas du tout la même articulation et les mêmes conséquences quand on se lance dans un marché public. Il y a vraiment des choses à appréhender, à savoir, parce que autant ça peut être vraiment une belle histoire de croissance, autant j'ai aussi vu des entrepreneurs mal formés qui se sont complètement plantés, et c'est ça qu'on veut éviter. Complètement. Voilà. C'est vrai que les marchés publics, c'est un univers vraiment à part, c'est un monde avec un jargon, avec une connaissance, un parler qui est différent. À partir du moment où on parle le langage de l'acheteur, c'est un peu comme le monde de la commande publique. Je dis souvent aux acheteurs, aux entreprises, vous rentrez dans le monde de la commande publique avec tout ce jargon. Déjà, connaître ce jargon, c'est attirer la confiance des acheteurs. Donc, maîtriser ce jargon, c'est quoi un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice? Alors ça peut paraître des mots un petit peu abrupts comme ça, mais ils sont pas si complexes à comprendre. Des CE, les abréviations, des acheteurs RC. Alors les acheteurs eux-mêmes essayent de démystifier en mettant plus RC, mais règlement de consultation. Voilà, donc ces documents-là qui sont essentiels pour qu'une entreprise puisse répondre efficacement. Mais voilà, il faut déjà que l'entreprise connaisse un petit peu l'environnement. Et une fois qu'elle a les codes, qu'elle a le jargon des acheteurs,
eh bien qu'elle aille se présenter à eux, qu'elle aille présenter son entreprise. Alors je dis pas pendant une phase de consultation, parce que là l'acheteur va se dire oh là là, il veut chercher à m'influencer lui, là il y verra pas forcément d'un bon œil. Mais par contre, en dehors des consultations, aller voir l'acheteur, se présenter son entreprise. On croit souvent que l'acheteur est dans sa tour d'ivoire un petit peu, il ne veut parler à personne. Alors il y a des acheteurs un peu comme ça, mais heureusement qu'ils sont très mineurs par rapport, voilà, c'est pas la majorité. La majorité des acheteurs, ils sont vraiment dans une démarche d'intérêt, de curiosité à l'égard des entreprises, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin des entreprises pour réaliser leur chantier. Ouais. Ils ont besoin d'avoir un pool de fournisseurs suffisamment solide pour se dire, voilà, si l'entreprise A n'est pas disponible, l'entreprise B va répondre, ou l'entreprise C, et il aura suffisamment de mise en concurrence pour assurer le succès de sa consultation. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un partenariat où chacun a besoin de l'autre. Oui. C'est vrai que j'ai vu dans plusieurs situations des acheteurs qui vraiment étaient à l'écoute des entreprises parce qu'elles en ont vraiment besoin. Oui. Et les entreprises qui maîtrisent les codes, qui maîtrisent le langage, ça se bouscule pas forcément au portillon. Donc, on a quand même vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Alors, comme tu parlais de notions de langage, voilà, je sais qu'il y a des notions qui sont parfois mal comprises par les entrepreneurs qui n'en ont pas l'habitude. Peut-être aussi des faux amis en parallèle avec les marchés publics. Et donc là, pour rentrer vraiment dans le dur, dans le très concret, est-ce que tu as comme ça des notions sur lesquelles tu pourrais former nos entrepreneurs pour qu'ils commencent à appréhender le langage marché public? Alors, il y a déjà un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est la différence entre avance et acompte. Ouais. On peut très vite se retrouver avec un quiproquo énorme parce que l'entrepreneur parle de demander un acompte, alors que l'acheteur dit je ne fournis, l'acompte c'est pas tout de suite, faut déjà commencer les travaux. Non, j'ai d'abord besoin de l'acompte. Non, l'acompte c'est le service fait. Alors voilà, différence entre les deux, c'est quoi? Avance, c'est dans les marchés publics, premier versement avant même le démarrage, ce qu'on appelle acompte en marché privé. Exactement. Alors que l'acompte en marché public, c'est un paiement au fur et à mesure du service fait par l'entrepreneur. Donc, on peut très vite se retrouver avec un quiproquo rien que là-dessus. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que on a besoin, évidemment, d'une somme pour pouvoir payer les fournitures, etc. Donc, c'est vrai qu'en marché privé, on parle d'acompte. D'acompte, ouais. Et donc là, en marché public, ce sera des avances. Des avances. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, en marché privé, on se fait payer au fur et à mesure des échéances sur situation. Exactement. Voilà. Et en marché public, ce sera donc du coup des acomptes. Ouais. Voilà. Sachant que l'acheteur peut toujours revenir sur l'acompte, les acomptes qui ont été... Oui, alors c'est ça aussi. Ouais, ça c'est toute la subtilité. Ce qu'il faut comprendre, je crois, dans les marchés publics, c'est que contrairement au droit privé, on a des acheteurs, ce sont des acheteurs personnes publiques forcément solvables. In fine, il n'y a pas de risque d'impayé. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Je ne crois pas que tu l'aies vu. Non, je voilà, c'est strictement prohibé. Et de toute manière, on sait qu'on se fera payer. Donc, tout le système privatiste qui a vocation à protéger l'entrepreneur d'impayé n'existe pas en marché public. Non. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête durant l'exécution du marché. L'acheteur public a vraiment plein pouvoir sur la situation financière. Tu es d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que moi, je vois, avec mes clients, acheteurs publics, ça m'arrive d'envoyer justement des factures d'avance avant le démarrage d'une prestation. Et je vois bien que les acheteurs, comme ils sont très acculturés au service fait, ils mettent du temps à payer souvent cette facture d'avance. Je comprends, et ça m'empêche pas d'exécuter la prestation, parce que je sais qu'in fine, ils vont me payer. J'ai aucun doute. Et aujourd'hui, après 2 ans et demi d'activité, j'ai aucun impayé d'acheteur public. Aucun. Et c'est vrai que quand j'étais à la Fédération française du bâtiment, j'avais une grosse activité contentieuse sur les impayés en marché privé. Alors qu'en marché public, il suffisait même parfois de lever un petit peu quelques leviers politiques. Quand il y avait vraiment un blocage lié à des financements dans les régions, des choses comme ça, j'ai pu voir ça de façon très exceptionnelle. Mais très rapidement, la situation se résolve. Enfin, se résout. Se résout. La situation se résout. Voilà. Ok, très intéressant. Alors, voilà, moi j'ai un cas très concret
bon, c'est pas du tout ce qu'on souhaite à nos auditeurs, mais il faut l'appréhender en fait. Où en cours de chantier, les choses se passent mal. Il y a une désorganisation totale, un manque de coordination, des infiltrations, une dégradation en cours de chantier, de tout l'ouvrage avec des enjeux à plusieurs centaines de milliers d'euros. On a un acheteur public qui retient les deniers tant que la situation n'est pas résolue. On a une expertise judiciaire en cours et chacun est en train d'expliquer à l'autre que pour les uns, ils ne feront pas les travaux tant qu'ils ne sont pas payés. Pour les autres, qui ne paieront pas tant que les travaux ne seront pas faits et le matériel réapprovisionné. Oui. Donc vraiment, là, on est dans une situation de blocage. Et je crois que la difficulté, dès le départ, ça a été une mauvaise compréhension des entrepreneurs qui qui ont calqué le process du marché privé sur le marché public en pensant pouvoir opposer ce qu'on appelle le principe d'exception d'inexécution. Voilà, à savoir que si toi tu ne payes pas donc mes acomptes, je m'arrête de travailler. Ce qui est possible d'opposer dans le cadre d'un marché privé au terme d'un process cadré quand même, mais qui est pas du tout possible en marché public. Donc il faut vraiment se dire, je me lance dans ce type d'opération avec les reins solides finalement pour pouvoir supporter ce genre de situation catastrophe et finir en fait mon lot pour ensuite être payé. En fait, il faut avoir confiance en les acheteurs. Oui, c'est ça. Ayez confiance en les acheteurs. C'est vraiment le message que je donne aux entrepreneurs. Ayez confiance aux acheteurs. Pourquoi ? Parce que l'acheteur finira par payer. Ça c'est je pense la solution. Après dans certains cas vraiment rares, heureusement que c'est pas toujours, on peut toujours utiliser la disposition la stipulation du CCAG qui permet de dire qu'on pourra, si après deux des acomptes n'ont pas été payés, arrêter les travaux. Mais par contre, l'acheteur, au sens du CCAG, peut aussi dire non, je refuse l'arrêt du chantier, mais par contre, je vous indemniserai de 50% de plus, je crois, des intérêts moratoires. Quoi qu'il arrive, faut quand même se dire dans les grandes lignes, l'acheteur a pouvoir sur la situation financière jusqu'à finalisation de la prestation. Et après, l'ordre des choses se renverse. Et c'est là où l'entreprise est en droit, une fois que tout est bien exécuté, de justifier sa demande en paiement. Et donc, du coup, elle l'obtient en règle générale une fois, voilà. Bon, et ensuite, on sait que le droit est du côté de l'entreprise qui a bien exécuté son marché. En plus, alors, en principe, en théorie même, j'ai envie de dire, les intérêts moratoires doivent être versés automatiquement, mais c'est pas forcément toujours le cas. En tous les cas, on est sûr qu'on sera payé. Ok. Super. Et donc, tu évoquais à plusieurs reprises l'intérêt donc d'avoir confiance en l'acheteur. Comment alors, du coup, tu évoquais aussi le fait d'aller le voir hors période de consultation. Comment on tisse du lien avec un acheteur public ? Qu'est-ce que tu conseillerais aux entreprises de manière très concrète ? Alors moi, ce que je recommanderais aux entrepreneurs, c'est de préparer en fait comme un book de références de toutes les références que l'entreprise a, que ce soit en marché privé ou en marché public. Idéalement, des références qui sont en lien avec les besoins de l'acheteur. Donc, imaginons que l'acheteur soit un organisme HLM qui a besoin de réaliser de nombreuses opérations de construction de travaux. On sait très bien que c'est un acheteur qui va avoir besoin de réaliser des travaux très régulièrement, donc potentiellement, ça peut être intéressant d'aller voir les organismes HLM de sa région. Si l'entrepreneur a déjà un carnet de commandes assez rempli avec des marchés privés qui se sont bien exécutés, avoir des attestations de bonne exécution de ses clients privés, c'est déjà intéressant. Et grâce à ça, il va pouvoir obtenir la confiance de l'acheteur, parce que l'acheteur, il va regarder sur ce qui a été fait. Est-ce que les opérations sont bien passées ? En plus, s'il est de la région, même s'il n'y a pas normalement de favoritisme des entreprises locales, le fait que l'acheteur puisse peut-être passer devant une opération de travaux sur laquelle l'entrepreneur s'est impliqué, peut-être même qu'il connaît le maître d'ouvrage, peut-être même qu'il peut lui passer un petit coup de fil. Vous voyez, ce genre de choses. L'acheteur, lui, va faire du sourcing de son côté. L'entrepreneur participe à cette action de sourcing en, du coup, se
mettant en avant et en proposant ses services. Mais l'acheteur, du coup, va créer cette relation avec l'entrepreneur dans le cadre de ce premier rendez-vous. Un rendez-vous vraiment de présentation. Hors projet, en fait. Voilà, hors projet. Voilà. Nous, notre entreprise, c'est une entreprise de plomberie, chauffage, électricité. Nous avons 20 salariés avec 5 personnes spécialisées plutôt en plomberie, 5 personnes plutôt en électricité, le reste en chauffage. Enfin, voilà, l'idée, c'est de présenter, c'est de montrer qu'on connaît le jargon, voilà, qu'on est spécialiste, qu'on est sérieux, qu'on a des références, qu'on est connu, et qu'on est une entreprise fiable et qu'on n'est pas rigide, qu'on est souple. Voilà, les acheteurs, ils aiment bien les entreprises souples avec lesquelles elles peuvent échanger, comme au marché privé en réalité. Hein. Ce sont des personnes humaines. Oui, c'est ça. Elles ont besoin aussi d'un lien. Alors, il arrive que des acheteurs, bien sûr, attribuent des marchés à des entreprises qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vues. Ça arrive. Mais cela va arriver d'autant plus lorsque l'acheteur est assez mécontent ou insatisfait de ses prestataires actuels. Plus il va être satisfait de son pool de fournisseurs, moins il va avoir tendance à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Hein. Oui, bien sûr. Professionnel ou personnel. Oui, c'est clair. Avec la spécificité quand même de l'acheteur public qui est tenu par une procédure de mise en concurrence, ça, je veux bien que tu nous l'expliques aussi parce que, voilà, il a envie de travailler avec ses entreprises habituelles sur ses projets. Encore faut-il, du coup, que ce soit des candidatures qui répondent aux critères. Donc, à chaque fois, en fait, finalement, les entreprises connues de l'acheteur public sont rechallengées quand même. Toujours. Oui. Même si, effectivement, à candidature égale, elles ont un petit pas d'avance, ce qui se comprend. Donc, je veux bien que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe pour l'acheteur public qui reçoit des dossiers et puis donner des conseils aux entreprises qui ont ces dossiers à remplir pour répondre à un appel d'offres. Alors, l'acheteur, lui, il va lancer une consultation qui va être selon une procédure différente en fonction du montant du besoin. Donc, plus le montant du besoin est élevé, plus la procédure est rigide. Les acheteurs préfèrent donc passer par des procédures adaptées. Ce sont les procédures qui recouvrent 90% des achats. Les procédures adaptées sont des procédures relativement souples qui sont... alors maintenant, c'est entre 100 000 pour les travaux et entre 100 000 et 5 404 000 euros. Très précis. Donc, c'est déjà... oui, c'est une grosse fourchette. Hein, c'est une grosse fourchette. Donc, c'est vrai que c'est la majorité des procédures. C'est une procédure qui est assez souple, qui permet même à l'acheteur de prévoir, s'il le souhaite, une phase de négociation. Mais tout ça est prévu dans le règlement de consultation. Donc, l'acheteur, il va construire son cahier des charges. Donc, le cahier des charges administratif et le cahier des charges technique. Il faut absolument que les entrepreneurs lisent les cahiers des charges. Voilà. Lisez la documentation, s'il vous plaît. C'est hyper important. Ouais, c'est très important. Mais tout est important. Le règlement de consultation est important parce que si je manque une information, je risque de ne pas répondre correctement et de voir mon offre qualifiée d'irrégulière parce qu'il manque un document. Ce serait quand même dommage de réserver des jours, voire des semaines, et peut-être même pour les plus grosses entreprises, des mois de travail. Ouais. C'est ça la question aussi, c'est voilà, on veut répondre bien, ça prend quand même du temps, ça dépend du marché en fait. Et oui, alors, c'est vrai que plus le montant, c'est vrai que je ne veux pas faire forcément, mais plus le montant est important, plus généralement la préparation est importante. Voilà, parce qu'il y a plus de choses qui sont demandées, parce que le budget est plus important et parce que l'acheteur va être plus exigeant du fait du montant important qu'il alloue à l'opération. Plus l'opération est petite, plus ça va être... vraiment, il adapte. Voilà. Son objectif, c'est aussi d'assurer la liberté d'accès à la commande publique, puisque c'est un des grands principes de la commande publique, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises puissent accéder à la commande publique. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver très souvent dans les opérations, même de travaux, des lots. Un lot, effectivement, plomberie, un lot électricité, un lot gros œuvres, etc. Tous ces lots-là qui vont composer la consultation et qui vont permettre à des petites entreprises de pouvoir candidater et de remettre une offre juste sur sa partie, sans avoir à endosser le rôle de constructeur général et devoir sous-traiter, ce qui n'est pas le même métier. Voilà. Donc, l'acheteur, il fait en sorte au maximum de simplifier les procédures et puis de rendre cela de plus en plus souple. En tout cas, moi, c'est ce que je sensibilise auprès des acheteurs.
Et ils passent auprès de moi pour pouvoir moderniser aussi leur règlement de consultation, leur cahier des charges, voilà, pour qu'ils aient des modèles qui soient vraiment efficaces. Oui, d'accord. Voilà. Ok, oui, parce que c'est vrai que tu accompagnes à la fois des entreprises qui veulent candidater, mais aussi les acheteurs qui ont besoin de toi donc pour avoir un dossier de consultation Ce sera pas un plus dossier attractif. Ça ne sera pas un dossier personnalisé, parce que je ne peux pas, sûr. mais ce seront des modèles en fait, de règlements de consultation qui sont différents en fonction en fait de la catégorie de prestations. S'ils sont de travaux, fournitures ou services. Ouais. Donc voilà, moi j'ai des templates tout prêts que je propose aux acheteurs. D'accord. Et ensuite, donc tu les formes, c'est des sessions de formation où là, j'imagine que vous débriefez sur les templates que tu leur proposes. Il y a aussi un accompagnement dans l'exécution du marché, sous forme de formation peut-être ou... Alors, je fais des formations effectivement sur l'exécution des marchés publics. Voilà. Parce que j'ai vu, bon, moi je suis vraiment côté entreprise pour le moment, hein, mais bien sûr, à la disposition des acheteurs publics. J'ai vu quand même que c'était complexe aussi pour eux. C'est pas forcément des équipes expertes par la force des choses et étrangement en marché public. Je sais pas. J'ai vu donc à cette fameuse le fameux dossier dont je te parlais où on a une grosse expertise avec plusieurs réunions très sportives, disons ça comme ça. Je sens qu'il y a quand même une pas très bonne maîtrise de la procédure, même par le service achat, voilà, j'imagine achat marché qui essaie de se dépatouiller comme tout le monde en réalité de cette situation et qui met en place parfois aussi des procédures qui sont mal cadrées, qui sont pas conformes. Par exemple, une procédure de substitution par une entreprise tierce qui ne répond pas aux exigences de la loi. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a besoin de formation des deux côtés en réalité. Oui, tout à fait. Je forme les acheteurs et les entrepreneurs et c'est vrai que j'ai plaisir à former les acheteurs parce qu'ils ont vraiment cette envie d'améliorer leur processus. Et ça, je le ressens par contre, qui sont très volontaires et qui très envie. Ils ont très envie de simplifier leur processus, d'attirer les entreprises, de les fidéliser. Il y a vraiment cette recherche. Là, il y a quelques mois, j'ai participé. Alors, je n'ai pas contribué à la conférence, mais j'ai écouté religieusement. Et il y avait des anciens collègues qui intervenaient sur l'évaluation des fournisseurs. Oui. Et ils ont évoqué le fait qu'ils s'évaluaient également eux-mêmes. Oui, c'est très intéressant ça. Très intéressant. Ouais. Selon quels critères alors, du coup, c'est quoi la grille d'évaluation ? Eh bien, sur les fournisseurs qui évaluent. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, de façon anonyme. Ok. Voilà. Alors, je dis pas que c'est hyper intéressant. Tous les acheteurs qui font ça, mais en tout cas, je trouve que cette démarche est intéressante parce qu'elle permet vraiment de pouvoir aussi inverser, voilà, créer vraiment un échange. L'acheteur évalue le fournisseur, certes, mais le fournisseur évalue aussi son acheteur. Ouais, et ça permet vraiment aux acheteurs de s'améliorer, d'avoir des retours d'expérience qui sont extrêmement précieux. Oui, ça crée un espèce de cercle vertueux et équitable en réalité, où tout le monde essaie de faire avancer le marché public dans la bonne direction. Super. Et donc, si on en revient à la procédure, tu dis, voilà, donc les entreprises candidates, elles peuvent du coup recevoir, alors dans le meilleur des cas, ok, c'est bon, c'est gagné, bravo. Mais sinon, elles peuvent recevoir des refus. Et alors, il faut aussi comprendre ces refus pour pouvoir s'améliorer sur les prochains appels d'offres. On évoquait la situation où on a un refus lié à une offre irrégulière, à distinguer du refus lié à une offre anormalement basse. L'offre irrégulière, c'est vraiment l'offre qui était généralement incomplète. On va avoir malheureusement ce cas-là, et un cas beaucoup plus courant qu'on l'imagine, qui est celui où l'entrepreneur avait bien téléchargé le mémoire technique, mais la plateforme a bugué et le mémoire technique n'a pas été intégré. Et l'offre revient irrégulière. Il faut absolument bien regarder avant de remettre, même après, que tous les documents ont bien été fournis. Parce que parfois, cela saute, je ne sais pas pourquoi, sur la plateforme. Et on peut se retrouver avec un mémoire qui ne passe pas. Ah ouais.
il y a aussi des notions ça, c'est parfois dommage. Ah oui, c'est vraiment dommage. Ouais. Et les acheteurs sont confrontés à cette problématique-là. Et parfois, ils me disent, mais on est très embêtés parce qu'on a des super entreprises avec qui on travaille et on est obligé de les rejeter pour offre irrégulière parce que ce n'est pas régularisable. Ah ouais, c'est ça. Ah oui. Comment ça c'est dommage. Ça par contre, oui. dans la grille d'évaluation des acheteurs publics, il faut leur demander d'avoir soit une plateforme qui fonctionne bien, c'est la possibilité, après qu'on se soit rendu compte, de régulariser. Normalement, la plateforme fonctionne. En tout cas, la plateforme a tendance à dire qu'il n'y a pas eu de bug. Ouais. Mais bon, il arrive, a priori... C'est dommage parce qu'ils ont bossé sur... c'est terrible. Voilà. Donc, il faut bien regarder, il faut bien vérifier à chaque étape. Au moment du téléchargement, après au moment du dépôt, et ne pas s'y prendre, bien sûr, à la dernière minute. Mais du coup, offre irrégularisable, quand j'ai malheureusement pas réussi à attacher le mémoire technique, ça, c'est foutu, quoi. C'est foutu. L'acheteur peut, dans certains cas, lorsque la régularisation n'est pas majeure, sans rentrer dans le détail, proposer aux entreprises qui ont remis des offres irrégulières parce que incomplètes, parce qu'il manque des informations dans l'acte d'engagement ou dans des éléments qui sont ce sont des informations utiles mais qui ne sont pas essentielles pour l'analyse de l'offre. Il peut proposer à l'entreprise de régulariser. Mais il le fera en tout cas auprès de toutes les entreprises. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a ce traitement obligatoire, le principe d'égalité de traitement en fait entre les candidats. Oui. Donc à partir du moment où on accorde une faveur à un, on l'accorde à tous. C'est ça. C'est ça. C'est le principe. Résumé. C'est vraiment l'égalité de traitement. Ouais. Donc il y a offre irrégulière, il y a offre anormalement basse. Alors l'offre anormalement basse, on a un peu plus la capacité en tant qu'entrepreneur de se rattraper. Pourquoi ? Parce que l'acheteur va forcément mettre en place une procédure contradictoire pour vérifier, demander en fait qu'est-ce qui fait que le prix est aussi bas. Alors déjà, en tant qu'entrepreneur, quand on reçoit ce type de courrier, ça doit poser question sur les marges qu'on propose, peut-être la qualité qu'on propose, qu'est-ce qui fait qu'on propose un prix aussi bas par rapport aux confrères. Alors, soit c'est que vraiment on a margé tellement bas que on n'est pas forcément en mesure finalement de réaliser la prestation, où on s'est trompé, ou il y a quelque chose. Donc il faut essayer de creuser. Mais l'entrepreneur, si par contre il dit non, moi j'ai un processus particulier, j'ai une innovation, j'ai quelque chose de vraiment différenciant par rapport à mes confrères, eh bien, l'acheteur va dire « Ah, mais c'est une offre innovante, c'est une offre intéressante. Elle est moins chère, mais les confrères sont juste en retard. » Ouais, c'est ça. Donc, parfait. Donc, offre. Ça, c'est le meilleur cas. Voilà. Ça me fait penser du coup à un autre client. J'en profite. On brainstorm sur mes dossiers. Mais non, ça peut être intéressant parce que du coup, on reçoit ça offre anormalement basse, mais il y a aussi le cas où l'acheteur public dit OK, alors que l'offre est anormalement basse. Donc déjà, l'acheteur commet une faute, je crois. Et donc là, dans mon dossier, en fait, c'est une erreur de la part de l'entreprise qui avait donc la personne qui était chargée d'établir le dossier marché s'est plantée dans l'évaluation de la prestation. Le boss l'a pas vu et l'acheteur a accepté. Aujourd'hui, il demande une réévaluation. Ça aussi, c'est problématique. C'est parce qu'en fait, on est sur des marchés forfaitaires. Donc, à partir du moment où on annonce le prix, c'est terminé, c'est figé. C'est complètement figé. Et du coup, là, comment s'en sortir ? Aujourd'hui, on a reçu une résiliation de la part de l'acheteur public qui va demander la différence. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au marché public. En fait, c'est vraiment si on maîtrise les codes, si on comprend bien le fonctionnement, on est sur de beaux marchés, une croissance d'entreprise quasi assurée. Oui. Mais attention à la plantade sur des écueils comme ça. Alors, comment on s'en sort ? Est-ce que l'entreprise, elle, peut évoquer le fait que l'acheteur public a accepté une offre anormalement basse qui est la sienne ? Ça me paraît compliqué. C'est compliqué. Je crois qu'il y a une jurisprudence qui est sortie il y a quelques années. Il faut à creuser. Mais le juge avait répondu à l'entreprise que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Bien sûr. On va le mettre dans le montage. Voilà, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est exactement, quand je t'en parlais, j'étais là. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui, c'est vrai. Il a bien raison, le juge administratif. Donc là, l'entreprise est coincée. Est-ce que in fine, elle va
Tu penses l'acheteur public va aller au bout de sa démarche d'indemnisation financière ? Tu l'as vu, ça ? Oui, je l'ai vu. Ouais. Et l'entreprise fait quoi ? Elle coule ? Parce qu'on est sur des centaines de milliers d'euros, là. C'est pas une petite erreur. Ouais. Là, la problématique, ça va être la solvabilité de l'entreprise. Donc, peut-être que l'acheteur va vouloir aller au bout, par principe, mais si l'entreprise n'a pas les reins suffisamment solides pour payer la différence, peut-être qu'une transaction serait envisageable. Ouais. Ça serait bien de sortir par le haut de cette C'était situation. la stratégie envisagée, Je pense. Donc attention. Sinon, l'acheteur n'aime pas les offres anormalement basses parce que, surtout en travaux, lui, il se retrouve avec une entreprise qui dépose le bilan ou qui est incapable de terminer la prestation. Et derrière, il faut remplacer. Ouais. Il faut remplacer. Et si on dépasse certains montants, il faut relancer une mise en concurrence. Ouais. Et là, pour le coup, c'est la galère. Les acheteurs publics ont du mal à trouver, dans ce genre de contexte, des entreprises qui interviennent finalement en cours de chantier. Oui. C'est quasi mission impossible, en fait. C'est ça. Ils arrivent à trouver, mais simplement, forcément, il va falloir payer plus cher. Donc, au final, ils savent très bien que ça va engendrer des pertes d'argent parce que la mise en location ou la mise à disposition du bien sera retardée. Ouais. Parce que on a cette entreprise qui coule ou qui n'est pas en capacité de réaliser la prestation. Derrière, il faut remplacer. En plus, s'il y a des malfaçons parce que ça n'a pas été terminé. Voilà, parce qu'on sait très bien que les travaux pas terminés, ça fait pas rêver. Voilà. C'est sûr. Voilà. Donc, si c'est pas terminé, il va falloir réparer les éventuelles petites choses qui sont à revoir et puis terminer ce qui est fait. Donc, ça va être un coût supplémentaire. Donc, l'acheteur, il aime généralement pas trop les offres anormalement basses. Ouais. Il y est assez sensible. Il met généralement en place la méthode déjà mathématique de la Fédération française du bâtiment, avec le pourcentage par rapport à la moyenne des offres. Moi, c'est une méthode que je propose à tous les acheteurs dans le cadre des formations sur les fondamentaux des marchés publics. Ça permet vraiment aux acheteurs de pouvoir avoir déjà une première base. Et après, ils creusent. Je leur dis toujours, la méthode mathématique, ce n'est pas automatique. Ouais. J'adore. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Oui, il faut commencer peut-être par ça, et puis ensuite affiner son jugement humain. Oui, comme exactement. Tu disais aussi. Alors, est-ce que... parce que moi, je me disais peut-être qu'il y a des typologies d'acheteurs publics à privilégier, dans le sens où on sait que si, par exemple, je sais pas moi, c'est une région, une ville, une typologie d'acheteurs, ça se passe mieux, ou je sais pas moi, une petite ville, une grande ville, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses comme ça très concrètes du côté entreprise qui se dit je préfère travailler avec je sais pas moi les bailleurs sociaux, ou je préfère travailler avec la ville, je préfère construire des écoles, ou je préfère construire un centre régional de je ne sais quoi, ou c'est vraiment une relation d'homme. C'est une relation d'homme. On est vraiment, en tout cas moi, de mon expérience de près de 15 ans auprès des acheteurs et des entreprises, ce que je peux voir, c'est que quel que soit en fait la structure, son importance, son volume, le nombre d'effectifs qu'il y a, peu importe, en fait, c'est vraiment la relation qu'on va avoir avec l'acheteur, le niveau de confiance qu'il va y avoir de part et d'autre. Et c'est ce niveau de confiance qui va vraiment amener l'entreprise et l'acheteur à travailler efficacement ensemble. Quand on connaît bien, on travaille mieux ensemble. C'est comme un couple, finalement. Quand on est en couple et qu'on se connaît, on sait très bien comment fonctionne l'autre. Ouais, c'est ça. C'est pareil, en fait, chez les acheteurs publics. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'acheteur va être encore plus content de retrouver une entreprise avec laquelle il aime bien travailler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, il est toujours ravi d'attribuer à des entreprises avec qui ça se passe bien. Ouais, bien sûr. Les entreprises, souvent, pensent que l'acheteur public va forcément acheter le moins cher. Il y a un petit peu cette idée, l'acheteur public, il prend le moins cher. Combien de fois j'ai eu des entrepreneurs au téléphone qui me disaient « Je comprends pas, Léa, j'ai pas eu le marché, pourtant j'étais le moins cher. » Mais ce n'est pas une garantie. Le fait d'être le moins cher n'assure pas forcément qu'il s'agisse de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ouais, c'est ça. C'est tout la différence entre une offre mieux disante et moins disante. Exactement. Et c'est vraiment ça le principe, je pense, c'est de se dire on fait le meilleur dossier avec un prix réel. Mais tiens, ça me fait le pont aussi avec les offres
anormalement haute, mais qui pourrait se justifier par un contexte un peu spécifique, du coup. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, les offres anormalement hautes, attention, parce que quand elles sont trop hautes et qu'on dépasse le budget de l'acheteur, elles pourraient être qualifiées d'offres inacceptables. Alors après, la jurisprudence a tendance à être plutôt souple. Alors, les acheteurs, souvent, savent pas trop comment qualifier une offre inacceptable. Parce que l'offre inacceptable est une offre qui est certes trop chère, parce que trop haute, mais qui peut néanmoins potentiellement être financée par l'acheteur. Et donc, à partir du moment où cette offre peut être financée par l'acheteur, eh bien, ce n'est plus une offre inacceptable. D'accord. Donc, les acheteurs se disent, bah oui, mais c'est pas très simple parce que ça au-dessus de mon budget, mais en même temps, si je peux la financer, mais en soi, on pourrait toujours financer. À quel moment on s'arrête ? Alors, il y a des organisations, des acheteurs publics qui ont mis en place noir sur blanc dans leur processus interne que au-dessus d'un certain pourcentage, eh bien, toutes les offres seront systématiquement offres inacceptables parce que l'organisation ne sera pas en mesure de financer plus de X% sur une offre. D'accord. Mais on peut tout à fait imaginer que, par exemple, sur une consultation avec un lot, plusieurs lots, lot 1, 2, 3, 4, qui est un lot 1 où on a obtenu une offre hyper innovante, beaucoup moins chère. Et du coup, le delta... Oui. L'état qu'on a récupéré sur le lot 1, eh bien, comme le lot 3 nécessite finalement des aménagements et d'augmenter le budget parce que finalement, on n'avait pas forcément bien vu, mais les entreprises ont posé des questions pertinentes pendant la consultation, ce qui a amené à modifier le cahier des charges et donc à devoir réévaluer le budget. Eh bien là, on va dire, j'ai gagné effectivement sur le lot 1, eh bien, je vais pouvoir répercuter sur le lot 3, par exemple. Super. Et je pensais aussi, tu sais, un peu aux niches comme ça, où on peut justifier d'un prix plus élevé parce que les conditions d'intervention sont un peu plus complexes. Par exemple, en milieu occupé. Complètement. Voilà, tu m'avais dit milieu occupé et il y avait... Alors en fait, à partir du moment... Là, ça va être vraiment l'équilibre. On ne sera pas sur une offre anormalement haute, elle sera équilibrée. L'acheteur, lui, il va être très sensible en fait à la résolution de toutes ces douleurs. Alors, donc, imaginons une école qui doit réaliser des travaux de plomberie, d'électricité en milieu occupé avec des enfants qui sont présents. Et on ne peut pas arrêter le service public. Donc, il faut que ça continue. Eh bien, l'entrepreneur qui a adapté son offre par rapport à ce milieu occupé, qui connaît bien les écoles, qui connaît bien les contraintes, peut-être la sieste après la cantine, voilà. Bien joué. Il ne faut pas réveiller les enfants, etc. Et qui le met dans son mémoire technique. Qui le met dans son offre en disant, voilà, moi, j'adapte mon calendrier, mon planning, de façon à ce que mes salariés interviennent de telle heure à telle heure. On interviendra ou plutôt en août ou au mois de juillet, pendant les vacances scolaires. C'est ce genre de détails qui fait qu'une offre va être moyenne à excellente. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il faut comprendre, c'est un peu comme tout entrepreneur en réalité, il faut comprendre, comme tu disais, la douleur de l'acheteur public, comprendre sa peine et lui proposer une solution en réalité. On peut même s'en faire une niche, disant je suis spécialisée en intervenant en secteur occupé, je l'ai déjà fait 4 fois et je saurais le refaire, ce qui justifie un prix qui sera plus élevée, mais justifiée en réalité. Quand je disais anormalement haute, t'as raison, c'est pas vraiment anormalement haute, c'est haute parce qu'elle est justifiée, quoi. Elle est bien, elle est bien. Elle est plus chère, mais elle est justifiée. Et l'acheteur va se dire, une entreprise qui fait fi finalement de mes contraintes, de mes douleurs, mais qui va être vraiment raté pas crête, et une entreprise qui va être un peu plus chère, mais qui adapte ses plannings, qui a un mémoire technique adapté, qui a des références dans le domaine, qui connaît bien mes contraintes, forcément l'acheteur va plutôt aller vers l'entrepreneur qui assure le plus de confort. Et c'est vraiment ça finalement. Faut pas forcément croire que l'acheteur veut vraiment prendre le moins cher, mais vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire pour résoudre la douleur de l'acheteur. Et l'acheteur sera tellement heureux d'avoir une entreprise qui se gère elle-même sans être derrière à regarder ce qu'elle fait. Ouais, bien sûr. Donc, oui, très bien, très bon conseil.
Alors, l'épisode va bientôt se terminer. Est-ce que tu as un dernier tips, le truc qui va faire la différence pour les entreprises? Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil très pratico-pratique à donner aux entrepreneurs? Alors, mon conseil, qui est vraiment le conseil de base qu'il faut avoir absolument dans sa botte quand on veut répondre au marché public, c'est déjà toujours d'ouvrir le règlement de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence et de regarder les critères de sélection. Si je suis une entreprise qui est plutôt dans la qualité, qui est plutôt justement dans cette réponse aux besoins, et que je vois que le critère valeur technique, donc la qualité, est pondéré, je sais pas 20%, 30%. Moi, j'ai parfois vu 10%. Ah oui. Moi, j'ai dit à l'acheteur en question, attention, c'est trop bas. Sur des marchés de travaux, il faut être au minimum à 30% de valeur technique, minimum. Donc, ils ont revu leur copie et les collaborateurs, d'ailleurs, m'avaient dit, voilà, on est content parce que heureusement. On a besoin de remonter la qualité parce que la qualité est essentielle. Donc, si on voit que l'acheteur, il a vraiment réduit la pondération en fait, du critère valeur technique, aura des pâquerettes. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment orienté prix. Si, en revanche, il a mis un critère valeur technique à 50, 60, 70%, là, on sait que l'acheteur, il est intéressé pour avoir une offre équilibrée dans laquelle les entrepreneurs vont être rentables et en même temps, l'acheteur va être confort avec un entrepreneur efficace, solide, sérieux. Et voilà, et tout le monde sera content. Super, merci pour ce conseil. Moi, j'en ai un dernier pour les entrepreneurs et du coup aussi pour les acheteurs publics, c'est venir te voir, faire une formation Matrice 1804. On mettra bien sûr dans les notes le lien vers ton site pour que vous puissiez vraiment vous former et ça va être un investissement que vous ne regretterez pas. Clairement. Ouais, c'est clair, j'en suis persuadée. Merci Léa pour ton expertise. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'on refasse un épisode d'un de ces jours parce qu'il y a tellement de choses à dire. On pourrait parler des marchés publics pendant des jours. C'est sûr. Moi, c'est ma nouvelle passion. Toi, je crois que tu l'as depuis un moment. Mais moi, là, par la force des clients, ça devient ma nouvelle passion et j'en suis ravie parce que c'est génial. C'est vraiment deux états d'esprit complètement différents. Ça me change un peu. Ouais, c'est génial. Ouais. Vive les marchés publics. Ouais, vive les marchés publics, je suis d'accord. Merci encore Léa et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Casque et la Robe.